Giuliano d'Empoli, bonsoir. Bonsoir. Un très grand merci d'avoir choisi notre librairie La Procure pour venir à la rencontre de vos lecteurs ce soir. Nous en sommes très touchés, nous vous en remercions vraiment tout particulièrement. Merci à vous. Je fréquente La Procure depuis pas mal d'années, donc c'était assez naturel. Grande joie partagée. Alors, vous avez des contraintes d'emploi du temps qui font que vous êtes dans l'obligation de nous quitter à 20h30 ce soir, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, nous vous proposons d'échanger pendant 45 minutes à peu près. Nous espérons avoir le temps de laisser place à 2 questions à l'issue de notre échange. Puis, nous le prolongerons avec une séance de signature qui aura lieu à l'avant du magasin pendant 30 minutes. Donc, voilà, pour que vous ayez en tête un petit peu les différents éléments et que vous ayez en tête d'être le plus rapide possible également lors de la séance de signature. Donc vous êtes un fin observateur de la vie politique, qu'elle soit européenne, mondiale, que vous avez approchée de très près de par votre rôle de conseiller politique de Matteo Renzi alors qu'il était président du Conseil italien. Vous avez également occupé des responsabilités dans le champ culturel, dans le champ des idées, puisque vous présidez un think tank, que vous dirigez la revue Grand Continent, excellente revue, dont je vous en recommande aussi la lecture, et vous enseignez la politique comparée à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont été très remarqués. Pas tout en même temps. Hein. C'est une succession, oui. Un peu à la manière de ce que vous nous proposez dans vos ouvrages, succession. Dont l'essai Les ingénieurs du chaos, le roman Le mage du Kremlin, qui est centré sur ce personnage de l'éminence grise de Poutine, qui avait reçu le Grand Prix de l'Académie française, on s'en souvient, et dernièrement De l'heure des prédateurs, dont nous allons parler plus particulièrement ce soir. L'engouement du public pour ces titres a été immense et immédiat pour chacun d'entre eux. Pour notre part, nous avons constaté en librairie un démarrage pour l'heure des prédateurs comme on n'en avait plus connu depuis quand même assez longtemps. Et je note aussi que vos ouvrages sont des longs-sellers qui continuent vraiment à trouver leur public et à susciter un intérêt large et marqué sur la durée. J'ai l'impression que ce succès est évidemment lié en premier lieu à la qualité de vos ouvrages, ça c'est sûr, mais aussi au fait qu'ils arrivent dans un moment de stupeur, voilà, que nous sommes nombreux à partager, je pense, face au bouleversement de notre monde et dans la façon de gouverner aujourd'hui. Alors que les grilles d'analyse et toutes les théories qu'on avait pu connaître, théories du XXe, théories du XXIe siècle aussi, nous apparaissent bien souvent caduques et donc inopérantes. Mais je pense aussi que le succès marqué de vos livres est lié à la matière dont ils sont faits, qui est quand même une matière très particulière, puisque vous vous emparez d'une réalité, qui est la réalité d'aujourd'hui, et qui bien souvent dépasse la fiction, et également à la façon dont vous les mettez en forme, vos récits, puisque ce sont des récits très incarnés, mais dans lesquels vous adoptez la hauteur de vue d'un moraliste. Donc je voudrais m'arrêter un instant sur la forme de votre ouvrage, donc de l'heure des prédateurs en l'occurrence, qui est une sorte d'essai littéraire, puisqu'à partir de cette matière que vous travaillez, qui est une sorte de galerie d'instantanés vécus à travers différentes époques, différents lieux de pouvoir qui sont plus vrais que nature, et pour cause, vous nous expliquerez d'où vous vient toute cette matière, vous faites à partir de cela une réflexion sur l'exercice du pouvoir. Est-ce que c'est, comme vous le dites, pour parler par image plutôt que par concept? Est-ce que c'est aussi pour pouvoir rendre au plus près ce que vous avez pu comprendre et vivre en tant que conseiller politique? Et est-ce que cette forme-là vous permet aussi d'avoir le recul suffisant pour observer l'action politique avec une vraie hauteur de vue, puisque vous vous mettez dans les pas du scribe de l'empereur aztèque Moctezuma, qui observe l'arrivée des conquistadors? Oui, mais vous avez déjà en partie répondu à la question. Je pense que la forme un peu particulière, en effet, de l'heure des prédateurs, donc de ce dernier livre, naît des circonstances qui ont porté à son écriture. Moi, j'étais en train d'écrire un roman
bon, n'ayant pas énormément d'imagination, qui était effectivement toujours un peu liée quand même à l'actualité, non pas russe cette fois, mais mondiale. Et j'étais constamment dérangé par l'irruption de la réalité qui comme ça, me dérangeait dans l'écriture, en dépassant d'ailleurs toutes les hypothèses ou les scénarios que je pouvais élaborer pour ma fiction, avec cet avantage qu'a la réalité face à la fiction, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être cohérente, elle peut être aussi absurde qu'elle le veut. Une fiction, pour qu'elle capture son lecteur, elle a besoin quand même d'une certaine cohérence. Alors que la réalité n'en a pas besoin. C'est d'ailleurs, je pense, un peu un élément de cet état de sidération dans lequel beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui face à ce qui se passe. Et donc, j'ai décidé de me venger un peu de la réalité en la traitant comme une fiction. Donc j'ai abandonné provisoirement mon projet d'écriture de roman et je me suis arrêté sur ces scènes et sur ces personnages qui nous entourent, mais en essayant de les traiter en effet un peu comme si c'était des scènes et des personnages de fiction, donc en les mettant en scène, avec une certaine attention aux détails, au fond en écrivant un récit à la première personne et en essayant de faire ce que la fiction fait que l'essai ne fait pas, c'est-à-dire plus que de vous expliquer, de vous immerger dans quelque chose. Alors moi, après, j'ai une vocation aussi assez ennuyeuse de pédagogue, d'enseignant et tout. Donc, en réalité, j'y ai mis un peu d'explication aussi. Mais je voulais que ce soit une immersion. Et ça, je l'ai fait effectivement du point de vue qui est le mien, qui est un point de vue un peu particulier, qui est celui de quelqu'un qui est vous savez, si vous êtes un journaliste, un observateur, un académique, face à la politique, vous êtes à l'extérieur de la salle où ça se passe. Et puis on vous ouvre de temps en temps les portes et on vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Après, si vous êtes bon journaliste ou bon académique, vous allez, à travers vos recherches, pouvoir aller plus loin. Mais vous êtes de toute façon en dehors. Si vous êtes un leader en action, vous êtes dans votre action à 100%, complètement envoûté par elle. Et si vous écrivez, vous allez en général plutôt écrire pour défendre votre action, pour d'une certaine façon faire une opération un tout petit peu de propagande. Moi, je suis un peu dans une position par rapport à tout ça qui est un peu bizarre. Machiavel parlait du rôle du conseiller comme quelqu'un, de sa forme de connaissance comme le conoscere discosto. Ça veut dire connaître, mais un peu d'à côté. Donc vous êtes dans la salle, mais vous êtes un peu latéral par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est un peu le point d'observation que j'ai adopté pour ce livre. Après, je peux continuer à parler, mais ça risque. Je vous propose qu'on passe à une nouvelle question, mais c'est passionnant et je vous en remercie. Je voulais vous poser la question justement, puisque vous en parliez vous-même, de Machiavel. Est-ce qu'on n'observe pas une sorte de retour au temps ancien de la politique ? Puisque c'est ce que vous semblez nous dire en éclairant le pouvoir d'aujourd'hui à travers la figure du prince de Machiavel. Qu'est-ce qui différencie véritablement les prédateurs d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Est-ce que finalement ils n'ont pas plus de points communs que de différences ? Et est-ce que c'est seulement une question d'échelle qui serait liée notamment aux usages de l'IA et de la tech aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est tout autre chose ? Alors,
Merci toujours pour vos questions assez riches. Je dirais que, en effet, ces figures de prédateurs, donc, qui sont dans le livre, qui sont les Trump, il y a un peu de Milei, il y a pas mal de Bukele, le président du Salvador, il y a pas mal de Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, il y en a quelques autres. Ces figures-là, c'est vrai que vous avez du mal à les appréhender à travers les instruments des sciences politiques, ou simplement même de l'observation politique des dernières 30, 40, même 50 années. Mais vous n'avez aucun mal, par contre, si vous ouvrez un texte classique d'histoire romaine, un Tacite, un Suétone, un Salluste, vous retrouvez ces personnages-là. Donc ce sont des personnages classiques et on pourrait se dire qu'au fond, l'histoire a été plutôt, souvent, faite par des personnages comme ça, brutaux, décomplexés, qui font un usage de la force sans véritable limite et sans véritable règle, qui imposent leur propre réalité à travers la force, qui le font parfois et même souvent de façon irréfléchie, parce qu'un acte de pouvoir sur lequel on réfléchirait longuement n'est pas un vrai acte de pouvoir, c'est quelque chose que n'importe quel technocrate peut faire. Hein. Réfléchir, considérer, évaluer tous les éléments, ensuite prendre une décision, c'est un acte presque bureaucratique à faire, alors que le véritable acte de pouvoir est irréfléchi. Et je cite dans le livre ce duc de Saxe qu'on priait, que ses conseillers priaient de réfléchir, de considérer, et qui dit mais je ne veux ni réfléchir ni considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe? Et je pense que c'est effectivement, il y a là quelque chose qui revient et qui est très classique. Après, et donc dans Machiavel, oui, ce qu'il y a dans Machiavel aussi, c'est ce modèle du prince, et c'est là qui pourrait être, enfin, le César Borgia qui sert comme modèle au prince de Machiavel, quelqu'un qui est un tout petit peu dans ce schéma-là. Et ce que je trouve touchant et important et qui a une résonance avec aujourd'hui, c'est que Machiavel, en effet, il vit une époque de transition très violente dans laquelle sa propre patrie, qui est donc la République de Florence, est balayée par une invasion étrangère hein, qui venait en ce moment de France, mais surtout aussi une révolution technologique. C'est l'artillerie lourde qui va donner un avantage aux agresseurs, qui va permettre d'abord aux troupes et ensuite même aux différents personnages qui vont se lancer à l'assaut de ce qui restait des républiques qui avaient fait la Renaissance en Italie, eh bien, de ces petits États et tout ça. Et ils vont donc pouvoir balayer toutes les défenses parce qu'ils disposent d'une artillerie lourde qui pénètre toutes les barrières et qui donne un avantage à l'agresseur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, me semble-t-il, d'intéressant dans le retour des prédateurs politiques classiques, c'est le fait qu'eux aussi s'appuient sur une révolution technologique qui donne l'avantage à l'agresseur, qui est le basculement dans le numérique et dans le digital. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans cette technologie-là, et non seulement notre vie politique, mais notre vie tout court bascule dans la dimension du numérique, vous êtes dans un environnement où la prime est à l'agresseur et à celui qui même pas besoin d'une cyberattaque, une simple campagne sur des réseaux sociaux ou quelque part, une campagne de haine, une campagne de réchauffement de l'atmosphère, elle marche très bien, elle ne coûte rien et s'en protéger est très très difficile. Et donc c'est sur ça, je crois,
sur cette infrastructure-là que se base le retour des prédateurs. Et là où ça bascule dans quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a connu tout au long de l'histoire humaine, c'est justement parce que c'est cette alliance qu'on commence à voir entre les prédateurs politiques et très extrêmes et les seigneurs de la tech, qui ont décidé eux aussi, qui au fond ont la même logique, qui ne veulent pas suivre des règles ou des lois, qui ont envie de balayer le système existant, ses institutions et ses procédures, qui ont une machine surpuissante qui pousse dans cette direction, et donc les deux convergent. Et ça porte à quelque chose qui est plus qu'anecdotique. Enfin, je pense que c'est un vrai basculement. Mais je vais encore une fois essayer de faire une pause. Oui, c'est tout à fait d'ailleurs la question que j'avais à vous poser, c'est qu'on sent qu'effectivement on vit vraiment un moment de bascule. Alors ma question c'était, est-ce que vraiment il y a un moment, y en a-t-il seulement un? Je pense que vous y avez répondu en disant que quand même cette bascule particulière, c'est cette collusion très particulière qu'on retrouve là de manière conjointe entre le monde politique et le monde de la tech. Donc ça, vous y avez effectivement répondu. Moi, ce qui m'a aussi particulièrement frappé en lisant votre ouvrage, c'est qu'on savait déjà que ces nouveaux dirigeants, ils prospèrent sur une certaine fin de l'idée même d'universalisme et sur la fin de l'aspiration, de notre aspiration d'ailleurs, à toute prétention d'universalisme dans un monde où l'individu va se placer au-dessus de tout en tant que référence, mais même aussi comme fin ultime du système. En revanche, ce qu'on n'imaginait pas, en tout cas pas avec une telle acuité, et c'est là que, en tout cas pour moi, vous avez particulièrement dessillé mon regard, c'est à quel point la réalité même n'est plus le socle d'une référence partagée, d'une référence commune, mais qu'elle devient la matrice d'un éclatement. C'est-à-dire qu'il n'existe plus une seule réalité partagée dans nos sociétés, mais autant de réalités fragmentées qu'il y a d'individus. C'est ce que veulent faire, c'est le projet même des seigneurs de la tech, vous le dites. La réalité est devenue en fait une alchimie qui est manipulable à loisir par ces sorciers de la technologie, que c'est devenu une question d'algorithme. Est-ce que cette question du passage à une réalité comme ça fragmentée est cruciale pour vous? Oui, je pense que c'est crucial, c'est-à-dire nous avons choisi collectivement de confier notre relation non seulement au monde, mais aux gens qui nous entourent et même à nous-mêmes de plus en plus à une interface qui est là d'ailleurs, hein, qui est en train de nous filmer en ce moment même, et qui est l'interface globale à laquelle de plus en plus chacun d'entre nous confie sa relation au monde. Et donc, d'une certaine façon, sa relation à la réalité. Et cette interface, elle est évidemment très, très pratique, très confortable, mais elle n'est pas neutre. Elle est conçue a priori pour nous satisfaire dans nos préférences, dans nos désirs, dans toute forme. Elle a quelque chose de très chaleureux parce qu'elle nous permet de communiquer entre nous, de communiquer avec des proches qui sont éloignés. Donc c'est quelque chose de très, très intime qui entre dans notre vie de façon très personnelle, et en même temps, elle façonne la réalité autour de nous sur la base des informations que nous lui donnons à travers nos choix chaque jour. Bon, je pense que c'est relativement bien connu. Le fait que ce soit connu, évidemment, ne fait pas que ce soit d'une n'importe quelle façon traité, mais c'est connu. Cette interface-là, aujourd'hui, elle est destinée à évoluer. Elle est très très primitive sous sa forme actuelle. Elle évolue de deux façons. Elle évolue physiquement, c'est-à-dire qu'elle est destinée très rapidement
à entrer en nous. Donc, je raconte dans le livre cette scène déjà avec les premiers créateurs des lunettes intelligentes. Et là, ce qui est considéré comme une des prochaines frontières, disons, ce seront dans ce cas donc des lunettes augmentées qui prendront la place des téléphones. Et là, vous aurez en effet une interface qui sera quand même plus invasive. Par rapport au lapsus d'Éric Zemmour dans la dernière campagne présidentielle, où à un moment il a dit je ne vois que ce que je crois, qui est déjà le modèle de fonctionnement des réseaux sociaux et de l'écosystème numérique. Donc en réalité, à travers ce lapsus, il a exprimé quelque chose qui est l'épistémologie et le principe de connaissance même de l'écosystème numérique. Eh bien, ça deviendra littéral, hein, parce que là, du coup, vous aurez véritablement des lunettes et vous ne verrez plus que ce que vous avez envie de voir et de croire. Donc, vous baladerez dans la rue, vous serez à une rencontre comme celle-ci, et chacun d'entre nous verra des choses différentes sur la base de ses propres préférences, en réalité, de ce que l'interface aura compris, pouvoir accompagner le mieux le parcours de l'individu. Donc, il y aura ça physiquement. Et puis, les lunettes ne sont qu'une étape de ça, parce qu'évidemment, ensuite, cette interface va plutôt entrer en nous pour nous satisfaire encore plus et nous augmenter encore plus et nous rendre la vie encore plus confortable et merveilleuse. Sauf que, voilà, nos réalités vont évidemment de plus en plus diverger, parce qu'en plus, ces interfaces seront de plus en plus intelligentes. Donc, par rapport à l'intelligence déjà, en réalité, assez impressionnante qui est déployée aujourd'hui, mais ce n'est rien face à ce qui vient en termes de... Et donc en effet, ces deux tendances-là, guidées et unies par le fait que tout ça est dans les mains de très, très peu d'acteurs. Parce que le problème n'est pas véritablement ou nécessairement un problème de technologie. D'ailleurs, ce serait un peu... Moi, je n'aime pas être nécessairement dans le camp des perdants et des dépassés. Je pense qu'une attitude purement ludique est une attitude qui, en soi, ne mène pas très loin. Le problème n'est pas véritablement un problème de technologie, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance, aujourd'hui, on le sait, c'est... 5 ou 6 personnes, véritablement. Bon, on peut élargir ça à un cercle une centaine de personnes, mais c'est être déjà très, très généreux, parce que c'est plus petit que ça. Qui gouverne tout ça? L'ancien conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, en quittant la Maison-Blanche, fait une chose insupportable. Moi, je trouve insupportable les gens qui quittent le pouvoir avec des mises en garde terrifiantes, parce que si vous avez été au pouvoir 4 ans, franchement, vous n'avez pas le droit de partir en faisant des scénarios apocalyptiques que vous n'aviez jamais fait avant, parce qu'il a dit, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 4 ou 5 projets Manhattan qui sont en train d'être développés, c'est-à-dire des projets qui ont le potentiel d'affecter le futur de l'humanité de la même façon que le projet Manhattan, donc la création de l'arme atomique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sauf que, dit donc Jake Sullivan, un des hommes bien évidemment les mieux renseignés au monde, sauf que nous n'en savons rien, il n'y a aucune supervision, il n'y a aucun contrôle face à tout ça. C'est dans les mains de 4 ou de 5 entreprises privées aux États-Unis. Et donc tout ça donne un cadre, on pourrait continuer, mais donne un cadre qui est un tout petit peu inquiétant. Ouais. C'est le mot qu'on puisse dire, en effet. Ce que vous nous avez dit, vous avez soulevé à travers tout cela la question de la conscience, qui est quand même au cœur de l'usage de l'intelligence artificielle, puisqu'évidemment, ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, c'est avant tout ce point-là. Vous soulevez également la question de la responsabilité. J'ai l'impression que la responsabilité est de plus en plus diluée
dans ce nouveau monde que vous nous décrivez, en même temps qu'elle est très multiple et très éclatée. On a évidemment celle des prédateurs. Bon, apparemment, c'est loin d'être au centre de leurs préoccupations. On a celle de la tech et de ses apprentis sorciers qui, eux, leur seule raison d'être même, c'est d'offrir sur un plateau les conditions d'exercice du pouvoir à ses dirigeants, des conditions qui sont totalement inédites, vous l'avez dit. On a aussi la question de la responsabilité. Vous en avez un peu moins parlé, même si vous nous parliez du gouvernement Biden là, à l'instant, qui est celle des élites traditionnelles quand même, qui se sont couchées, qui se sont montrées carrément incompétentes, voire dangereuses pour certaines, et qui parfois, il faut le dire, elles ont aussi mérité d'être balayées. Enfin, quand on voit l'histoire là encore récemment, de Biden et de la façon dont tout a été caché d'une manière très orchestrée. Voilà. Il y a quand même cette question-là. Et enfin, la nôtre en tant que citoyen, puisqu'après tout, alors certes, il s'agit de soumission, mais il s'agit quand même aussi, in fine, d'un choix, puisque c'est quand même des leaders qui sont élus par un public et qui, parfois même, on le voit, en redemandent. Alors quid, la responsabilité ? Oui, je pense... c'est pour ça que j'ai adopté au départ cette perspective du scribe aztèque, c'est-à-dire de quelqu'un qui serait toujours un tout petit peu à côté, mais quand même lié au pouvoir, à un pouvoir en décadence. Et après, vu qu'il s'agit de scènes que j'essaie de décrire, la première scène que j'ai décrite, qui m'a poussé à assumer et à créer cette image du scribe aztèque, c'est le type, le jeune homme de la tech qui débarque face à n'importe quel politique en responsabilité, un chef d'État ou de gouvernement ou un ministre de l'économie. Et moi, j'ai assisté à ces scènes. Il débarque, ça l'embête déjà. Parce qu'il doit aller se prêter à un rituel tribal face à des gens qui ne comprennent rien, qui de toute façon sont complètement hors du coup, et donc il doit perdre son temps, mais il faut qu'il le fasse parce que quand même, c'est des gens qui font les lois, c'est des gens qui... Donc jusqu'à récemment, aujourd'hui c'est moins le cas parce qu'ils en ont moins besoin, mais jusqu'à récemment, il fallait quand même qu'ils fassent semblant de se prêter un peu au jeu. Et donc il débarque et le décideur politique en réalité va être dans cette posture de soumission parce qu'il ne comprend pas grand-chose, forcément. Donc il est un peu dans la posture vraiment de l'empereur aztèque qui voit débarquer des hommes à un moment sur la côte qu'il pourrait exterminer, parce qu'il pourrait. Il a une armée surpuissante, il a 100 000 hommes, il a une capitale de 200 000 personnes, d'habitants, il a, disons, la structure et l'empire le plus développé des Amériques à cette époque, sauf que ces types qui débarquent sur la côte, bien, ils ont des bâtons d'où sort la foudre et le tonnerre, ils montent des sortes de serres apprivoisées qui donnent l'impression de leur répondre, et ils ont des sortes de gaines luisantes qui les protègent. Donc, bon, c'est un peu impressionnant tout ça. Alors, on m'a dit que l'historiographie la plus récente dit que non, les Aztèques ne pensaient pas du tout qu'il s'agissait de Dieu, mais qu'ils ont toujours su qu'il s'agissait d'hommes. C'est possible, mais en tout cas, ils sont très impressionnés par... Donc, l'empereur Moctezuma, ce qu'il fait quand les Espagnols débarquent, c'est il leur envoie des messagers en leur disant « Ne vous approchez pas, ne venez pas me rendre hommage dans ma capitale, c'est bon. » Mais il leur envoie quand même des dons et des ambassades. Donc il est toujours un peu dans cette position. Et ça, c'est les vieilles élites face aux jeunes hommes de la tech. C'est-à-dire, ils débarquent. On comprend bien qu'ils sont porteurs de quelque chose quand même de très nouveau, de très fort. Et on ne comprend pas, par contre, qu'ils sont porteurs non seulement d'un projet d'entreprise qui va les rendre très très riches en très peu d'années, mais d'un véritable projet de société. D'un projet de société, et aujourd'hui on voit même d'une sorte de projet de civilisation d'une certaine façon. Donc ça va bien au-delà
simplement d'une question d'entreprise, de business, d'accumulation de richesses, que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Et ça, le politique, il ne le voit pas, donc il rencontre le type, il est intimidé, il est véritablement dans une posture un peu de soumission avant même. Parce que récemment, aujourd'hui, ça se comprend. Ce sont des gens qui contrôlent des ressources qui sont absolument supérieures à celles de la majorité des États, avec un pouvoir en plus concentré sur eux-mêmes qui n'a aucune commune mesure avec celle de n'importe quel leader politique. Mais dès le départ, il y a une forme de soumission culturelle et qui fait que donc on s'adresse à ces gens comme si c'était un peu des oracles et on leur demande, en espérant qu'un tout petit peu de cette poudre de fée rejaillisse sur le politique qui a envie d'être moderne lui aussi, puis il demande installer s'il vous plaît quelque chose, créer des emplois ici, alors que ces entreprises créent plutôt peu d'emplois, faites un centre de recherche sur l'IA ici, tout ça. Après, en réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Le politique se contente à la fin de prendre un selfie avec l'homme de la tech. Il poste ça, il est content, il a quelques milliers de likes. Et en même temps, il s'est soumis et il n'a pas fait son métier qui aurait été celui d'appliquer en réalité les règles de la démocratie à la sphère numérique aussi. Hein, c'est compliqué, mais c'était tout à fait possible d'un point de vue technique. On s'est dit que ce n'était pas possible et aujourd'hui le résultat c'est que c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire c'est les règles du numérique qui s'appliquent de plus en plus à notre démocratie et même à notre vie en dehors du numérique. Mais le numérique, c'est une sphère, d'un point de vue politique, qui est comme un État en faillite. Moi, je parle de Somalie numérique parce que c'est un État. On pourrait parler d'autres États, un Yémen numérique, enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un État en faillite où il n'y a pas de loi ni de responsabilité qui s'accompagne, ni de contre-pouvoir. Et il n'y a que la loi des seigneurs de la guerre qui imposent leurs lois et qui sont donc en premier lieu les patrons de la tech et ensuite toutes ces bandes de prédateurs différents qui profitent de cette machine pour imposer leurs règles, leur façon de voir et tout ça. Ouais. Bon, alors après, le livre, justement, moi j'espère et je crois, plus ennuyeux personnellement que le livre. C'est-à-dire, le livre, en effet, le but du livre, c'est de ne pas de donner trop d'explications. Forcément, quand on discute, on finit par... on est un peu là pour ça. Mais le livre, c'est, encore une fois, surtout des scènes, des récits, des personnages, une tentative d'immersion. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'on retient de votre livre. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes nombreux certainement ce soir à l'avoir déjà lu. Et on en ressort quand même avec un kaléidoscope d'images, de scènes particulièrement fortes, très incarnées, qui nous restent vraiment fortement en mémoire. Je pense que quand vous expliquez la question de la violence à travers l'acte borgien de MBS dans cet hôtel... Qu'est-ce que c'est, un Carlton, un Four Seasons? Voilà, pour expliquer la question de la violence en politique aujourd'hui, c'est particulièrement éclairant. Quand vous expliquez à la fin aussi l'histoire de ce maire d'une petite commune du fond de la campagne de Seine-et-Marne qui se retrouve totalement dépassé par les algorithmes de Waze, mais qui en paye les conséquences au plus concret de ses routes, de son terrain et de son plan d'urbanisme municipal, mais que plus personne ne répond en face, on comprend aussi bien l'immensité de ce monde tentaculaire, crépusculaire, qui est à présent le nôtre. Je voulais revenir juste un instant sur la figure du chef contemporain, puisque c'est quand même ce que vous esquissez dans tout votre ouvrage à travers toute cette variété de points de vue que vous nous apportez. J'ai l'impression que le chef aujourd'hui, il se distingue, en tout cas ces nouveaux prédateurs, ces nouveaux chefs dont vous nous parlez, par une ambition qui est complètement démesurée, sans obstacle, sans limite, par une forte impulsivité, une action, vous en avez parlé, complètement irréfléchie, par la place de l'oral, le discours oral, qui prend complètement le pas sur l'écrit,
Vous en avez un petit peu moins parlé, mais c'est très notable. Et enfin, par une forme de temporalité, de rapport au temps, qui est quand même très particulier, avec d'une part la primauté absolue qui est donnée à l'instant présent. Vous nous apportez cette anecdote là de Zuckerberg qui tweet sur la place Tiananmen, pareil, qui nous reste quand même en mémoire et qui nous éclaire tout de suite sur ce manque de profondeur que peuvent avoir ces dirigeants, et en même temps sur leur cynisme le plus absolu. Et puis, on a aussi cette question d'un temps qui s'accélère, qui se compresse toujours plus. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, j'ai l'impression que notre rapport, notamment à l'actualité, on lisait le journal, on regardait le JT, et tout le reste, c'était la vie qui se déployait. On est passé dans un paradigme où notre vie, c'est l'actualité en continu, et c'est de s'accrocher, d'essayer de la suivre, et il reste une toute petite portion congrue qui peut-être serait la vie, encore quand elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un chef aujourd'hui ? Je crois qu'en effet, il y a un bon essai, quoique un peu inquiétant, que nous avons publié dans la... Aujourd'hui, c'est un peu la règle, que nous avons publié dans la dernière livraison du Grand Continent, sur justement ce côté hypnotique du pouvoir, c'est-à-dire qui est basé véritablement sur... parce qu'on est passé, je m'occupe un tout petit peu de ces techniques de communication et de propagande depuis un moment, mais on est passé de cet emploi du chaos et de séquences de plus en plus rapprochées, d'actes de plus en plus sidérants, qui ne sont pas nécessairement cohérents même les uns avec les autres, mais qui génèrent un maximum d'excitation et de sensations sur le moment, et donc parfaitement cohérent avec le fonctionnement de la machine, du numérique et des algorithmes, où ce que vous avez fait hier n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est la capacité à chaque fois de créer une émotion très forte, une sensation, ce qu'on appelle sur les réseaux et sur les plateformes un engagement très fort de la part du public. Cette logique-là, qui était un peu, si vous voulez, dans les années 2010, c'était l'arme des insurgés. C'est à travers ça qu'on a vu apparaître, en effet, parfois un nouveau type de leader. Aujourd'hui, c'est le saut des dominants. Donc, c'est devenu presque hégémonique comme technique, et on le voit très bien, non ? C'est ce dont on fait l'expérience aujourd'hui. Donc, alors, ce qu'il y a d'inquiétant dans l'essai qui parle de ça dans le Grand Continent, c'est qu'il a été écrit aussi en partie par une intelligence artificielle. C'est-à-dire, on a fait semblant pour la publication qu'il s'agisse d'un professeur d'ailleurs de Hong Kong avec un nom qu'on a inventé et que j'ai d'ailleurs oublié. Et en réalité, alors ce n'est non pas l'œuvre originale d'une intelligence artificielle, mais le produit d'un dialogue assez serré entre un chercheur italien qui nous avait d'ailleurs caché la chose jusqu'à un état assez avancé du projet, et une intelligence artificielle. Donc l'article lui-même a un peu ce caractère hypnotique, mais bon, mais c'est un des éléments, en effet, et c'est pour ça que je pense que la première chose à faire, mais c'est difficile, c'est de briser cette forme d'envoûtement et d'hypnose. De ce point de vue-là, moi, j'aime pas tellement la rhétorique des livres, des écrivains, etc. Parce que, malheureusement, s'ils sauvaient le monde, ça se saurait. Mais en effet, déjà, simplement la forme du livre, par rapport à ça, c'est un élément disruptif qui interrompt quelque chose, et notamment cette hypnose permanente. Alors pour terminer, alors que vous nous apparaissez un peu comme un prophète du chaos mondial actuel, pour n'être pas non plus que Cassandre,
Je vous pose une question face à ce chaos là, qui est savamment orchestré par les dirigeants et entretenu par la tech. Quelle porte de sortie? Comment est-ce que vous voyez l'avenir à court, à moyen, à plus long terme? Bon, écoutez, alors, le livre, effectivement, n'est pas extraordinairement réjouissant de ce point de vue-là. Moi, j'ai un peu voulu qu'il en soit ainsi parce que je me suis dit, bon, premièrement, je n'ai aucune obligation d'optimisme. Ouais, si vous êtes un politique ou même à la tête de n'importe quelle collectivité, groupe, même un enseignant, a une forme d'obligation d'optimisme où il peut vous faire un diagnostic très noir de la situation. Mais après, il va falloir quand même que dans les dernières pages ou au dernier moment, ils vous disent, bon, mais on va s'en sortir et c'est plutôt de telle et telle autre façon que ça va se faire. Moi, j'ai abandonné cette obligation-là et je me suis dit que, vu que j'avais envie un tout petit peu de susciter une réaction, en effet, parce que je crois qu'on est dans une situation qui est quand même assez grave. Bon, je me suis dit que je resterais plutôt sur la noirceur, même si cette petite scène finale du maire de Lieusaint peut laisser une toute petite lueur d'espoir à la fin. Après, du coup, personnellement, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que la possibilité de gouverner tout ça est passée. Au sens où la fenêtre d'opportunité qui existait, et qui existait surtout aux États-Unis en réalité, c'est pour ça que je m'en prends un tout petit peu à des gens que j'ai pourtant admirés dans le passé, à des démocrates américains, etc. Je pense que personnellement j'ai un peu revu mon jugement, mais c'est plus facile de le faire aujourd'hui ex post. Je pense qu'il y a eu quand même une fenêtre de tir dont Clinton d'abord, Obama ensuite, et même Biden à la fin, auraient pu profiter, qu'ils ne l'ont pas fait pour plusieurs raisons. Et donc, il y a une forme, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, disons au moins au cœur de ce système-là, les possibilités que ça se passe de façon non chaotique, on a bien compris qu'elles sont plutôt passées. Donc je crois qu'on a une phase de chaos qui ne vient que de commencer, d'une certaine façon, que ce serait naïf de penser, comme on l'a fait quand Biden a été réélu après Trump, ou qu'on reviendrait à la normale, qu'il y a des accidents de parcours, mais que non. Je pense qu'on bascule dans quelque chose de différent. Je pense que ce sera assez chaotique, mais je pense aussi que l'issue n'est pas donnée, donc elle n'est pas prédéterminée. On a quand même, d'autant plus que ce qui se produit vraiment, justement, c'est jamais l'inévitable, c'est toujours l'imprévu. Et est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour se dire que peut-être on ne permettra pas à cette logique-là de... En Europe, on n'en est pas encore là. Hein. En Europe, on est encore... nos démocraties sont dysfonctionnelles, mais elles ne sont pas encore renversées. Ce n'est même pas le cas des États-Unis, d'ailleurs, encore. En plus, moi, je n'en fais pas du tout un discours politique. Hein. Moi, ce qui m'embêterait, ce serait de dire, voilà, ben, c'est la droite, cela. Ça, c'est pas du tout la question. Moi, ce dont je parle, c'est un changement de régime qui n'est plus la droite qui prend le pouvoir par rapport à la gauche ou vice-versa. Je pense que ça fait partie d'une certaine façon un peu de l'ancien monde. Je pense que le vieux clivage, c'était le public et le privé, l'État, le marché, la droite, la gauche.
tout ça, c'est le XXe siècle, c'est en partie le début du XXIe siècle. On est encore en partie lié à ça, mais le grand clivage du XXIe siècle, ce sera l'humain et la machine. Et donc c'est le pouvoir, un pouvoir démocratique sous une forme ou sous une autre, gouverné par la droite, la gauche, ce que vous voulez, et un autre type de pouvoir qui ne sera plus du tout une prise de décision démocratique, mais qui aura lieu sur la base d'autres critères, d'une forme d'efficacité, mais qui sera contrôlée par très très peu de gens. Alors, oui, je m'aperçois que je n'ai pas donné énormément de raisons d'espoir dans cette dernière réplique. Mais par contre, oui, face à tout ça, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un problème technique, c'est un problème c'est un véritable problème politique. Les solutions, d'un point de vue technique, elles existent toujours. Si j'avais poursuivi le chapitre sur le maire de Lieusaint, qui est donc un maire qui se retrouve dans sa commune, c'est intéressant parce que c'est un vrai cas. Évidemment, les applications pour vous Waze, enfin pour vous guider dans la circulation, ce n'est pas une des applications les plus importantes, disons, du numérique, mais c'est assez intéressant parce que c'est là que vous voyez un effet très net sur la souveraineté, c'est-à-dire dans une commune qui contrôle la circulation, le trafic des véhicules, etc. Est-ce que c'est le maire qui met des feux rouges, des sens interdits, des passages piétons, ou est-ce que c'est une application qui va diriger soudainement 10 000 véhicules sur une petite rue résidentielle pour faire gagner 3 minutes de temps aux usagers? Évidemment, dans ce cas-là, c'est plutôt l'application qui est souveraine. Mais si j'avais continué le chapitre, là, par exemple, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Il y a même une loi qui a été votée en France parmi les premiers lieux au monde où ça a été fait pour réguler c'est le fonctionnement de ce type d'application et pour mettre un certain nombre de limites aux raccourcis qu'elles peuvent proposer à leurs usagers si les conséquences et les coûts humains et sociaux de la chose sont trop élevés. Et c'est possible dans tous les secteurs. C'est toujours possible. Mais la conscience de tout ça, je pense, est très très basse. Si on se plaint de temps en temps du fait que la conscience écologique, par exemple, elle-même n'est pas suffisante, etc. Et pourtant, elle est quand même beaucoup beaucoup plus élevée que la conscience face à toutes ces questions-là, je pense. Donc, on commence aujourd'hui à se poser un peu la question des jeunes, de leur rapport aux écrans. Je pense que c'est sain de le faire. Et puis autant de signes que le problème commence quand même à être abordé, si ce n'est pris à bras-le-corps. Moi, j'ai envie de dire, et je pense que vous le partagerez, que face à tout ça, lisons, pensons notamment notre histoire, choisissons le recul, la nuance. Et puis voilà, je vous invite toujours aussi à préférer votre libraire à un algorithme. Voilà. Merci Giuliano D'Empoli.